alaikum, chers collègues. Je suis le débatemaker et j'ai amené mon collègue Jan Mulir. Et nous sommes tous les deux actifs dans une société ESCOP, c'est une société européenne qui s'intéresse dans les soins pédiatriques pour les patients obèses. Nous ne prétendons pas de posséder la recette pour la technique idéale d'anesthésie et d'analgésie chez les obèses, mais nous voudrions quand même partager avec vous quelques points importants dans l'anesthésie et l'analgésie chez ce type de patients hors du commun. D'abord, si vous avez l'opportunité, évitez l'anesthésie générale. Mais même si c'est techniquement plus difficile, nous sommes obligés d'adapter les doses, mais l'obésité n'est pas une raison d'exclure ces patients de cette technique et surtout avec l'introduction de l'ultrasonographie qui va nous faciliter les techniques loco-régionales. Le niveau de monitorage est dicté par les comorbidités. Plus de comorbidités, plus le monitorage sera invasif. Est-ce que le monitorage de la profondeur des anesthésies est intéressant? Par exemple, le BIS monitoring peut réduire le temps de réveil, peut diminuer la consommation des produits anesthétiques et en même temps réduire l'incidence des nausées et vomissements. Et en plus, c'est un outil pour régler le niveau d'anesthésie jusqu'au niveau désirable. Le monitorage de la transmission neuromusculaire est important, surtout quand vous utilisez des curars, parce qu'on sait que la curarisation résiduelle en post-opératoire est encore trop fréquente. À mon avis, il nous manque encore beaucoup de connaissances sur l'influence de l'obésité sur la pharmacocinétique de nos anesthétiques. Et quand nous ne sommes pas sûrs, il est toujours intéressant de mesurer les effets pharmacodynamiques de nos produits et donc d'ajuster notre dosage en fonction des observations. Récemment, on a vu l'introduction du monitoring qui peut mesurer la balance entre la nociception et l'antinociception et probablement ça va nous aider à mieux ajuster nos stratégies analgésiques. La position et le positionnement des obèses est extrêmement important. D'abord, la position sur le dos doit être évitée. Il y a des rapports de mort subite chez les obèses à cause d'une insuffisance respiratoire et cardiaque spontanée. Les complications de décubitus et de lésions nerveuses nécessitent notre attention aiguë et pour améliorer l'oxygénation et la prévention de formation d'atelectase, il est important de prendre la position assise ou 25 à 30 degrés anti-tremblement pendant l'induction, mais aussi l'extubation. Voici la position HELP, le Head Elevated Laryngoscopy position. Ça peut vous faciliter pendant l'intubation. Historiquement, l'induction avec une séquence rapide était recommandée parce qu'on considère les obèses comme avoir l'estomac non vide. Il y a une tendance à utiliser une séquence rapide seulement pour des cas sélectionnés ou bien vous utilisez la ultrasonographie de l'estomac et même chez les obèses, cette technique peut nous montrer quels patients ont un risque d'aspiration du contenu de l'estomac. La plupart de nos agences anesthétiques sont hydrosolubles et pour calculer le dosage, on peut utiliser le poids idéal ou le poids maigre. La succinylcholine est peut-être l'exception. Le dosage doit se faire sur le poids total et n'oubliez pas l'antibioprophylaxie. Normalement, la céphalosporine 2 grammes est suffisant pour générer des concentrations dans le tissu assez haut pendant 2 heures. On sait que les obèses sont extrêmement sensibles aux formations d'atelectases et pour prévenir les atelectases, utiliser une combinaison de différentes techniques
en commençant dans la période d'induction avec, par exemple, le CPAP, Pressure Support Ventilation, la ventilation protective pendant l'opération et en période post-opératoire, utiliser aussi des techniques non invasives comme le CPAP, le PPAP, le P-Level et maintenant euh, les techniques de High Flow Nasal Oxygen vont probablement nous aider dans cette stratégie. En ce qui concerne la ventilation, le concept de driving pressure est important parce que c'est une réflexion de la compliance des poumons. Et nous savons que nous avons moins de complications pulmonaires en post-opératoire si on réduit le driving pressure. Et chez les obèses, un PEP entre 5 à 10 cm d'eau et un driving pressure en dessous de 15 cm d'eau est probablement bénéficiaire. Soyez toujours alerte pour une intubation difficile. Essayez de dépister les patients avec une intubation difficile. Et si vous n'êtes pas sûr pour l'intubation laryngoscopique, utilisez une technique fibre optique. Et voici quelques outils pour vous aider. Et on a aperçu que l'introduction des vidéolaryngoscopes a déjà résolu beaucoup de nos problèmes d'intubation difficile. Quelle est la position des opiacés dans la maintenance de l'anesthésie? Nous savons que beaucoup des obèses souffrent du syndrome des apnées de sommeil et il est peut-être prudent, il faut être prudent avec les opiacés ou même éviter les opiacés. Et c'est mon collègue Jean Mulir qui va vous tout expliquer concernant les opiacés. Pour les hypnotiques, il est important, à mon avis, d'utiliser des produits avec une durée d'action courte et avec des pharmacocinétiques prédictibles. Beaucoup d'études ont essayé de démontrer une supériorité d'une technique sur l'autre, mais sans vraiment avancer. À mon avis, l'avantage des agents halogénés est le fait que la concentration expiratoire, une réflexion de la concentration cérébrale, le protoxyde d'azote peut être utilisé chez les obèses, même les laparoscopies qui durent moins de 2 heures. Est-ce qu'il y a une différence entre les agents comme le sévoflurane et le desflurane? Si vous prenez soin des temps de décrément, il y a de différence entre les deux, quelques minutes de différence maximum. L'utilisation des temps de décrément est très important. Par exemple, le temps nécessaire pour un décrément de concentration de 90% entre sévoflurane et desflurane, il y a peu de différence pour des anesthésies durent moins de 2 heures. Aussi, la position, le dosage vers la fin est très important. Dans la situation, on est resté à 2 cas. Dans la situation B, on a positionné le malade vers un demi-cam. Et vous allez marquer que dans la position B, le temps de décrément n'est que de 60%. Donc, l'utilisation de temps de décrément peut vous aider à diminuer la différence entre, par exemple, le sévoflurane et le desflurane. Dans la discussion, on va mentionner souvent que le sévoflurane a une solubilité dans la matière grasse plus élevée que le desflurane. Ce qui est plus important, c'est la constance de temps pour les tissus. N'oubliez pas que, par exemple, pour la matière graisse, la constance de temps pour sévoflurane est environ 36 heures vers 20 heures pour desflurane. Ça veut dire que l'accumulation dans la matière graisse n'est pas tellement importante. Voici un exemple, j'ai calculé pour vous, par exemple, 6 heures d'anesthésie à une concentration d'un cam. Après 6 heures, la pression partielle dans la matière grasse n'est que de
0,23% pour le sévoflurane, 1,3% pour le desflurane. Donc, euh, au-dessus du CAM de réveil. Et voici une simulation avec Gassman. Et vous allez remarquer en bleu les concentrations dans la matière grasse. Et même après 10 heures, concentration de sévoflurane et de desflurane sont négligeables. Même si la capacité de matière grasse pour retenir le sévoflurane est 2,8 points plus haut que pour le desflurane. Donc, évitez la curatisation résiduelle, soyez prudent avec les opiacés, utilisez les systèmes de CPAP en cas de symptômes de sommeil d'apnée. N'oubliez pas les techniques de ventilation non invasives. Les nausées et les vomissements, est-ce que c'est une indication pour une anesthésie intraveineuse? Par exemple, si vous utilisez le propofol combiné avec le kétamine et le dexmédetomidine, vous avez déjà une réduction forte des nausées et le vomissement. Et même l'utilisation du triple prophylaxis, c'est-à-dire dexaméthasone, ondansetron et déhydrobenspéridol, va bien réduire ce risque de nausées et vomissements. Et pour conclure, voici quelques points qui sont importants. N'oubliez pas l'anesthésie en régional, la position, très important, utiliser des anesthétiques d'une courte durée, soyez prudent avec les opiacés, maintien la contrôle des voies aériennes à tout moment. N'oubliez pas un bon équipement, une équipe qui connaît bien voici, à mon avis, quelques points d'attention sur l'anesthésie, pour l'anesthésie. Maintenant, je vais euh, donner le mot à mon collègue Jan Mulir pour s'adresser sur l'analgésie. Attends, on va changer. Donc, bonjour à tous. Moi, je suis Dr Mulir, Jean Mulir, un collègue de Luc de Baardemaker, et je vais vous parler de l'aspect post-opératoire, l'analgésie chez les obèses avec les problèmes de sommeil, l'apnée-sommeil, et en discutant qu'est-ce qu'on fait l'idéal là-bas. Je m'excuse car il y a quelques diapositives en anglais, mais je vais parler en français pour être plus facile pour vous. Voilà. Attends. Attends, je vais juste changer. Et ça, c'est le final. Oui. Voilà. Ok, merci. On continue donc. Il faut savoir qu'il y a des douleurs post-bariatriques, les douleurs appelées les patients bariatriques. On a l'aspect, les douleurs viscérales, profondes. On a aussi les douleurs des peaux. Les douleurs des peaux, ça vient de la péritonome qui est sur le diaphragme. Et c'est là un problème d'ischémie. On a des douleurs de l'abdomen. On a aussi pour les sleeve gastrectomies un problème rétrosternal, un douleur rétrosternale qui se semble comme un problème cardiaque, et qui n'est pas un problème cardiaque mais qui est un spasme. Et là, c'est le nitroglycitrine qui est très effectif. On a aussi le problème, les douleurs chroniques, surtout pour les patients obèses, qui est un problème, et aussi la chronification des douleurs neuropathiques hyperalgésie. C'est là qu'il faut vraiment ajouter des additifs. Et la question là, c'est toujours, est-ce qu'il faut traiter toutes ces douleurs avec des opioïdes? Et je vais dire déjà non, dans le temps, c'était oui, mais aujourd'hui, on a des autres produits pour y arriver. Pourquoi est-ce qu'il faut éviter les opioïdes? On a le problème de tolérance et d'hyperalgésie. On a le problème chez les obèses de la dépression respiratoire, surtout pour les patients avec un apnée-sommeil, les patients obèses et aussi les patients avec un problème respiratoire.
Mais il y a aussi d'autres problèmes avec les opioïdes, comme la rigidité, la sédation, la rétention d'urine, la dysfonction gastro-intestinale avec le nausée et le vomissement, le reflux gastro-œsophageal et tout cela. On doit aussi parler de la dépendance physique avec un risque d'addiction et en tout cas aussi des gens qui meurent aujourd'hui d'un dose trop haut. On commence un peu avec la tolérance. La tolérance, ça veut dire que si on donne un opioïde dans une infusion constante, ici avec un exemple, le rémifentanil, après 1 heure et demie, il n'y a plus d'analgésie. Il faut augmenter la dose. Donc, si vous utilisez la rémifentanil intraopératoire, à la fin de l'opération, on a besoin des opioïdes en plus. C'est la tolérance. On a le deuxième problème, c'est la hyperalgésie. Ici, un exemple d'un récent article de hyperalgésie avec le fentanyl. Et ce qu'on voit, c'est qu'avec le fentanyl, des choses qui ne sont pas douloureuses, ici par exemple à droite, on touche le pot, et ça, qui normalement n'est pas des douleurs, et maintenant, c'est douloureuse. Donc, hyperalgésie, ça veut dire qu'on a besoin des analgésies en plus post-opératoires. Ce sont des deux problèmes qui se passent à cause des opiacés. Hein? Donc, on a aussi le problème le patient qui va respirer obstructivement à cause des opioïdes. Et aussi, on a une étude qui a bien montré que si on donne de morphine post-opératoire, on a fréquemment deux problèmes. C'est donc la respiration qui s'arrête de temps en temps et c'est le patient qui respire obstructivement, comme vous voyez ici, par exemple, ce patient-ci qui avait eu des opioïdes et qui maintenant respire obstructivement. Et là, on voit la saturation qui tombe. Euh, on a ici une autre étude très récente, justement publiée, et qui a vraiment cherché qu'est-ce que l'effet des opioïdes dans toutes les études publications post-opératoires. On voit que l'incidence n'est pas beaucoup, mais les risques vraiment pour avoir des problèmes respiratoires, ce sont les patients avec des problèmes cardiaques, des patients avec des problèmes pulmonaires et les patients avec donc un apnée sommeil, donc le OSAS. Aussi, et ça c'est très important de ces études, indépendant le problème des opioïdes. Si vous avez donné des opioïdes pour les patients post-opératoires, on aura des problèmes des respiratoires. Donc là, ce qu'on dit, c'est qu'il faut éviter les opioïdes, il faut diminuer la sédation, il faut contrôler la ventilation, il faut être sûr que le patient respire encore, il faut avoir le pulsoxymètre, mais le pulsoxymètre n'est pas suffisant. Si on donne de l'oxygène, on ne sait pas vraiment ce qui se passe. Donc, on a aussi besoin d'une capnographie, beaucoup de choses très difficiles post-opératoires. Et pour moi, le plus simple, c'est justement d'éviter les opioïdes le plus possible comme ça. Post-opératoire, le réveil chez les patients obèses avec l'apnée sommeil, si possible, ne donne pas de l'oxygène si le patient n'avait pas besoin de l'oxygène post-opératoire. Vous avez dit que c'est impossible. Oui, bien, c'était impossible dans le temps, mais si vous avez comme Luc avait déjà dit, donc on évitait une puréisation résiduelle, on a ventilé le poumon ouvert avec le recrutement et les pics, et on a fait une extubation sur CPAP. On ne donne pas des opioïdes, et le patient est tout réveillé avec plus de sédation et pas de prémédication avec des benzodiazépines. À ce moment-là, le patient va respirer très bien et le besoin de l'oxygène est vraiment, vraiment diminué. Ici, une étude qui a comparé donc la prémédication. Il ne faut pas faire prémédication les obèses, mais si vous avez besoin d'une prémédication, jamais donner les benzodiazépines. Et cette étude a bien montré que le clonidine, si on donne le jour avant déjà, on peut donner déjà une dose d'une ampoule de 150 microgrammes, mais aussi on peut donner 2 heures avant l'opération encore, et à ce moment-là, on peut réduire déjà les opioïdes intraopératifs et post-opératifs
Ah, et comme vous voyez sur ce dessin ici, en rouge, ce sont les patients qui n'ont pas un clonidine. Ceux en vert qui ont eu un clonidine vont avoir une saturation post-opératoire qui est plus élevée que les autres. En regardant quelles analgésiques qu'est-ce qu'on peut utiliser, ça c'est une étude bien qui a vérifié toutes les combinations des opioïdes, des non-opioïdes analgésiques. Et ce qu'on voit que ici, c'est l'acétaminophène, donc le paracétamol combiné avec les NSAIDs. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si on donne des produits singuliers, le tramadol n'est pas suffisant, le paracétamol n'est pas suffisant singulier, il faut combiner. Et si on donne un produit seul, les alpha-2 agonistes sont bien, les NSAID sont bien et les COX-2 sont bien, mais l'idéal, c'est la combination de paracétamol, NSAID avec les alpha-2 agonistes, voyons ici. Et remarquable que si on utilise les alpha-2 agonistes, on va vraiment, ou les corticoïdes, on va réduire le nausée et le vomi. Il y a des problèmes avec les NSAIDs, le diclofenac, kétorolac, comme par exemple. On a peur des hémorragies post-opératoires, mais ce n'est jamais confirmé. Si on utilise cours, n'a pas de problème. Une autre chose, ce sont les liquides anastomiques. Ça s'est prouvé dans la chirurgie colorectale. Là, des fuites, ce sont des vraiment problèmes si on continue l'utilisation à la deuxième et troisième jour post-opératoire. Donc, il faut arrêter les SAD. Restez, vous restez encore 5 minutes. Très bien, on est presque là. Euh, ici, une étude qui bien montre que seulement le nausée et le vomir, ça vient des opioïdes. Et c'est une étude qui a déjà quelques ans, mais qui a bien montré, si on n'utilise pas de fentanyl pendant la chirurgie et pas d'autres opioïdes, seulement le sévoflurane, il n'y a presque pas de nausée. Donc, en disant que l'inhalation fait de nausée et des vomirs, c'est à cause des opioïdes. Et si on le compare avec le Tiva, où on donne de le propofol va supprimer un peu le vomissement et les nausées. À cause de cela, on voit une différence avec l'inhalation et le Tiva, mais c'est justement à cause qu'on utilise toujours les opioïdes. Éviter les opioïdes, ça a vraiment un effet très grand sur les vomis. Ici, on regarde quelles sont les méthodes de prévenir. Donc, les risques, ce sont des femmes qui ne fument pas, qui ont une histoire de nausées vomir et qui ont eu des opioïdes. Et ça, c'est le plus important. On parle aussi aujourd'hui de post-discharge ou des nausées post-hospitalières à la maison. Et ça, c'est aussi bien élevé dans les cas où on a utilisé des opioïdes dans le post-opératoire. Le tramadol, c'est un opioïde et n'a pas vraiment un avantage. On a encore toujours des vomissements comme ces études a bien montré, il y a, pour le même analgésie, on n'a pas moins de dire même en plus. Rémifentanyl, fentanyl, pas de vraiment différence en nausée vomir, mais les patients ont des douleurs en plus, donc c'est moins idéal. Mais ce qu'on voit, que c'est, on a l'impression que les patients sont plus nauséeux après rémifentanyl, car on a utilisé en plus, car on a une tolérance en plus. Le dexaméthasone, ça vient d'être semble d'être un analgésique très bien, surtout pour la laparoscopie, car on va bloquer l'inflammation et à cause de cela, les douleurs sont moins. Les alpha-2 agonistes, on peut ajouter, aussi pour une prémédication, comme moi j'ai dit, attention pour la bradycardie et l'hypotension. Les kétamines, en ajoutant, ça diminue le dose des opioïdes intraopératifs, mais aussi post-opératifs. Il faut donner 25 ou 50 mg justement avant l'incision. Le magnésium, ça aide vous aussi à diminuer les opioïdes intraopératoires, mais aussi post-opératoires. Le lidocaïne, la même histoire, il faut l'ajouter. Donc, pour un peu conclure, on revient à la fin. Pour les douleurs profondes, on va combiner paracétamol, NSAIDs. Pour les douleurs des peaux, il faut donner le dexaméthasone, 10 mg, pas 5 mg, c'est pas suffisant.
the abdominal wall, donc c'est là qu'il faut infiltrer avec le lévobutylpacine, c'est très efficace. Et longtemps, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Le mieux c'est même de le donner avant la procédure commence, avant l'incision, mais sur la fin injectée. Pour, spécifiquement pour les sleeves, les nitroglycérines, il faut ajouter les kétamines post-opératoire, le clonidinol, le dexmédetomidine, lidocaïne et le magnésium. Et comme ça, c'est notre protocole post-opératoire. Après une anesthésie opioïde-free, on essaie aussi de diminuer les opioïdes post-opératoire. Donc, comme j'avais dit, infiltration locale avec suffisant lévobutylpacine, 2 mg par kilo en maximum, tous les trocars ou l'incision des chirurgicales. Donc, le paracétamol, 2 grammes comme loading dose, et après 1 gramme chaque 6 heures. Les NSAIDs, diclofenac ou le kétorolac, on a aussi un dose qu'il faut donner. Le diclofenac, c'est chaque 12 heures, c'est plus facile, c'est moins cher que le kétorolac qu'il faut donner chaque 6 heures ou 8 heures. Donc, continue lidocaïne, dexmédetomidine, magnésium, kétamine, où on donne la combinaison. Donc, en finale, des raisons pour éviter les opioïdes des obèses, c'est l'apnée du sommeil, le COPD, le nausea vomiting et même la douleur. On peut y arriver interopératif par ajouter lidocaïne, clonidine, kétamine. On peut arriver post-opératoire par réduire les opioïdes et avoir un multimodal analgésie. Il faut encore utiliser les opioïdes comme rescue, le dernier produit analgésique, si c'est vraiment nécessaire. Et vous voulez voir qu'en tout cas, avec un cas bariatrique, 5 mg dans tous de morphine, c'est suffisant pour la période post-opératoire. Merci. Merci beaucoup. Pardon, merci beaucoup, docteur Bardemecker et docteur Miller. Oui. C'est bon? Oui, voilà. Alors, merci beaucoup, docteur Bardemecker et docteur Jean Miller, pour ces présentations qui sont très claires, avec des messages clés très clairs. Nous allons rapidement passer à peut-être 2 questions, vu le problème de temps. Donc, la première question nous vient d'un médecin de Dakar, donc un étudiant au Sénégal. Quelle est l'efficacité analgésique d'utilisation de la kétamine et de la lidocaïne en péropératoire, et éventuellement, quel est l'effet sur les nausées, vomissements post-opératoires? Est-ce que vous pouvez répéter la question, s'il vous plaît? Quelle est l'efficacité analgésique d'utilisation de la kétamine et de la lidocaïne en péropératoire, et quel serait l'effet sur les nausées, vomissements post-opératoires? Donc, on commence avec les kétamines et lidocaïne intraopératoire. Et le plus simple, c'est donner de 50 mg de kétamine avant l'incision et après endormir le patient avec le propofol et le sévoflurane. À ce moment-là, on n'a pas de problème de hallucination. On veut continuer aussi le kétamine post-opératoire, une dose très faible et on n'a pas beaucoup besoin. Le lidocaïne, on commence avec un bolus avant l'induction. Ça c'est donc 1,5 mg par kilo et une infusion continue de 1 à 2 mg par kilo par heure. Merci beaucoup. Alors, une deuxième question qui nous vient de Smara, un médecin de Smara. Est-ce que l'antagonisation pharmacologique, que ce soit pour les curares ou pour les morphiniques, doit être systématique pour des patients avec un IMC qui dépasse les 40? Est-ce que l'antagonisation, est-ce qu'il faut systématiquement antagoniser les curares et les morphiniques pour des patients de plus de 40 d'IMC? Oui, ouais, il faut mesurer la profondeur de la curisation. Ici, on est plus profond, modéré, on peut utiliser le néostigmine avec l'atropine. Si on est vraiment profond, il faut décider. Il faut décider d'attendre jusqu'on a un trénophore 1 ou 2, ou on doit utiliser à ce moment-là le Sugamadex. Mais on peut les éviter en regardant le temps nécessaire.
Comme moi j'ai fait dans la laparoscopie, regardez, si l'abdomen a un compliance suffisant, ça veut dire si l'espace est suffisant pour le chirurgien à pression acceptable, on peut réduire le bloc profond qui n'est pas arrêté en bloc profond à la fin. Et seulement modéré et utiliser le néosimine. Et en ce qui concerne l'analoxone, si c'est nécessaire, vous devez l'utiliser. Mais n'oubliez pas aussi le doxapram. Hein. Donc, je ne sais pas si vous l'utilisez au Maroc, le doxapram pour stimuler les centres respiratoires centraux. Et il y a quelques études qui ont démontré que ça peut même améliorer le processus de réveil. Mais il ne faut pas oublier le naloxone, les douleurs sont... Donc, comme Luc m'a justement proposé dans la ventilation, si vous utilisez le presseur support ventilation à la fin de la procédure, on peut faire la fréquence respiratoire en support. Si on regarde là que la fréquence est 8 ou même 10, il ne faut plus donner des opioïdes si vous les utilisez. Si la fréquence est 30, on peut encore ajouter un peu d'économie sans avoir des problèmes de ne pas respirer post-opératoire. Donc, la méthode de ventiler avec pressure support avant la fin de la procédure, ça vous donne la possibilité d'adapter les opiacés et comme ça, ne pas besoin de naloxone. Merci beaucoup, Dr Bademaker et Jean Miller, pour vos réponses. Nous passons directement donc, à la deuxième session à propos d'infectiologie. Merci encore. Au revoir. Au revoir. Au revoir.